Django qui dit, tu vas nous parler de ton tweet sur le Snapshot. En fait, il faut un site et le site, normalement, sort mardi à 14h. Ou mercredi à 14h si mardi on n'est pas prêt. Mais voilà, il y aura un mini-site dédié. Alors, vous attendez pas un truc de ouf. Voilà, c'est un petit bonus, c'est un petit cadeau. C'est pour la communauté, pour remercier les fidèles des fidèles. Si vous faites pas partie du Snapshot, eh ben, c'est pas grave. C'est la vie. Et il y en aura probablement un par trimestre. Voilà, de temps en temps. Ça va pas changer votre vie. Soyez pas non plus genre trop hypé pour pas être déçu après. Mais je pense que ceux qui en font partie et qui sont éligibles, ils seront un petit peu contents quand même. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Donc mardi 14h sur Twitter et Lens. Ou alors mercredi 14h si on n'est pas prêt techniquement, mais normalement on devrait être prêt. Merci Semirou, 12e mois, et Yann Jam, 29e mois d'abo. Je crois que c'est le max. 24e Dark Scorpux. On va mettre un petit chart à l'écran. Merci le Moutle Rouge pour les 5 abonnements qui sont partis à Alfinger, Uba, Player Hermès, Tickbart01 et Kizé. Merci. Et Django, oui, le snapshot, c'est lié à la Vecha Initiative, donc ce que j'ai fondé il y a 6 mois. Chaud les ballons Ouais. sur Lens, originaire de cette ville. Bah, du coup, on dit Lens. Comment on dit d'ailleurs? Lens? Lens? Lance. Bah ouais, le club de foot, c'est le club de Lens, non? Putain, je suis nul. Je suis vraiment désolé, hein. Si vous venez de cette région, je vous Non, présente mais mes excuses. c'est quasiment sûr. J'ai jamais entendu Lance. Ouais, c'est Lens, hein. Oh Ça là ferait là. un peu bizarre. Ah, le manque de culture, franchement, je suis désolé, je suis confus. Lance. Ouais, c'est ça, c'est Lance. RC RC Lance. Lens. Ah, voilà. On voit comme je m'y connais en foot, hein. Alors, je voulais parler de une ou deux choses d'un point de vue technique déjà là pour l'instant, puisqu'on a eu, et pour le moment j'en ai pas parlé sur la quotidienne puisqu'il n'y a pas eu d'émission ce week-end, mais une clôture mensuelle, trimestrielle et semestrielle. Donc ça a fait quand même une jolie clôture là pour le marché crypto et le Bitcoin en tant que tel. Et surtout, j'étais en train de regarder tout à l'heure, voilà, j'avais un peu de temps à perdre, c'est le week-end repos, qu'au niveau du RSI, tout ça, on avait cette zone de travail ici, médiane, autour de 50 de RSI, qui depuis toujours a quand même pas mal drivé et séparé les phases tantôt haussières d'accélération et quand ça devient très vertical, ce qu'on a tendance à qualifier de bull run ou de bull market. Ceci étant, quand on regarde au long terme, le marché crypto jusqu'à présent a toujours fait des points hauts, toujours plus hauts au travers des années. Pas toujours quand on est en marché baissier intermédiaire, mais quand on prend sur plus d'une dizaine d'années, le Bitcoin sans problème et le marché crypto sont haussiers. Donc c'est bon de le rappeler. Mm. Toujours est-il, quand on regarde depuis 2015-2016, eh bien, on a toujours eu cette séparation entre les deux mondes ici. Alors, ça se fait parfois pas totalement propre, comme notamment entre l'été et l'automne 2021 ici, où on était en train de chercher ce second top. Mais sinon, c'est pour moi un signe quand même assez intéressant. Et là, récemment, on a rebondi à nouveau sur les 50 de RSI quand on est venu chercher le nouveau support des 25 000 $, qui était un support qu'il fallait absolument défendre. Et je vous avouerai que là, quand on est passé sous les 25, plus qui a commencé à avoir l'USDT DPEG, j'étais pas super serein de mon côté. Je sais que toi, Marc, tu étais voilà, Bon, plutôt dans l'autre sens, en mode c'est bon, il n'y aura rien, tu étais sûr de toi et bah, tout ça. Mais c'est vrai que après, moi, j'étais je pas serein. t'avoue, c'est en tant que personne qui travaille depuis plus de 3 ans maintenant, tous les jours dans un protocole DeFi et qui, du coup, travaille avec Circle tous les jours depuis plus de 3 ans, le jour où je m'inquiète, c'est que c'est chaud, quoi. Mais clairement, de ce que je sais de comment fonctionne Circle, pour avoir vu des institutions passer par Circle, minter, brûler de l'USDC, avant de me faire paniquer sur cet acteur-là, ça va être compliqué parce que je sais comment il travaille, quoi. Après, je peux comprendre que il y en a qui veulent pas prendre le risque parce que surtout sur un stablecoin, parce que les stablecoins c'est censé être le filet de sécurité, les sous de côté, le truc où on n'a pas trop de volatilité et c'est l'argent en cas de coup dur. Et donc forcément, s'il y a du risque sur cet actif-là qui est censé être la partie de votre portfolio avec le moins de risque, ça peut faire peur. Mais voilà, c'est chacun réagit comme il peut ou comme il veut.
Ouais, en tout cas, bon, globalement, on a trouvé de la réaction là où on devait en trouver, autour de 25 000. Et la dernière fois, je crois que c'était au cours du dernier live de lundi d'avant, où j'avais mis cette petite boîte ici qui nous amène au printemps 2024, au halving finalement. Et je pense que c'est une boîte qui pourrait être atteinte, donc entre 35 000 et au mieux 48, avec une médiane autour de 42, d'ici à un peu avant, un peu après le halving, mais on va dire entre la fin du premier trimestre 2024 et peut-être l'automne 2024. Ça reste toujours basé sur ce qu'on a pu observer un peu en termes de price action au niveau du passé et surtout au niveau des FIBO. Pour l'instant, on a eu un retournement de marché, un début de retournement après ce bottom qui a été quand même assez bas ici, autour de 15 000, 15 500 sur Bitcoin. On est venu chercher, je crois que c'était moins 75% de souvenirs. Alors, C'est ce qui est pas mal pour un actif qui entre en maturité. Alors tout c'est à fait. moins que les précédents bear market, mais c'est normal. En fait, la maturité vient écraser la volatilité. Et ça, on le sait depuis le début. On vous le dit depuis le début. Donc c'est tout à fait normal qu'à chaque cycle, il y ait moins de multiples à se faire à la hausse, mais il y aura aussi moins de baisse et de pénalités à la baisse. Donc au final, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Est-ce que on n'est pas dans un scénario où le bottom, c'était en décembre, enfin à la fin de l'été 2022 et le dernier trimestre 2022, où on a eu le FTX et aussi le DPEG du STET qui a poussé l'Ether jusqu'à 800 $ et qui a un petit peu pesé sur toutes les cryptos avec Celsius qui est en difficulté toute cette période-là dont on se souvient assez bien. Est-ce que c'était pas finalement le bottom? Et quand tu regardes les marchés traditionnels comme le CAC 40 qui, depuis 2023, sont en bull market au final, depuis le 1er janvier, avec bien sûr de la volatilité intraday, et que tu regardes les cryptos, tu te dis, bah ouais, attends, on dézoome, mais en fait, on est déjà dans le début d'un nouveau cycle. Ouais, et c'est vrai que c'est bien que tu l'aies mentionné, Ether, parce qu'en regardant en hebdomadaire, ici, on s'était tapé, je crois, 11 ou 12 semaines de baisse consécutive à compter de avril 2022. C'était vraiment insane, ce mouvement des 3550 à 880. On ne savait pas jusqu'où on pouvait aller, ou si on savait qu'on avait des supports ensuite plutôt autour de 200, 300, 400 $. Donc, c'était la maxi goutte au front, là, sur la Très descente. clairement. Waouh! Ouais, mais tu vois aussi d'où ça vient, cette goutte au front, c'est que tout le monde avait foutu son argent dans la finance centralisée, donc dans les Voyager, dans les Celsius, dans les FTX, dans les Triaro Capital, etc. Et du coup, quand ces gars-là sont tombés, ils sont tombés tous en cascade et ça a fait 11 semaines de vente et de liquidation les unes après les autres. Donc forcément, un actif qui est beaucoup plus utilisé de manière intrinsèque et en interaction avec les autres actifs, qui est Ethereum, les actifs DeFi, etc., c'est eux qui ont pris le plus cher. Et ils ont pris cher sans interruption quasiment depuis le top. Et donc Ceci étant, 82%, ce qui est pas mal. ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Et Bitcoin a perdu 77. Donc franchement, c'est que le deuxième gros bear market pour Ether, rappelons-le. C'est un actif qui est plus jeune que BTC et il a fait moins en retracement que Bitcoin sur ses cycles précédents. Donc c'est tout à son honneur, ouais. Et franchement, 82% certes, mais maintenant on a le staking. Donc si tu inclus les revenus du staking, au final, tu as eu moins de pertes sur Ethereum que sur Bitcoin. Et ça, pour la réserve de valeur, ça fait mal. Faut faire le calcul. Si tu compares quelqu'un qui a commencé à staker dès le début du staking, c'est-à-dire décembre 2020, et qui a continué de faire son DCA sur Ethereum et qui a staké ce qu'il achetait au fur et à mesure, cette personne a surperformé Bitcoin. Peut-être que je me trompe, faites le calcul, mettez-le sur les réseaux sociaux pour dire Marc est un fidèle maximaliste si je me trompe, mais je pense qu'on n'est pas loin. C'est vrai que comme j'avais fait mon DCA à compter public de 50 $ Bitcoin et Ether à compter de mai 2022 jusqu'au printemps 2023 et que ça a performé à peu près de 50-60% en cumulé, il y a eu un moment où Ether, pendant le premier semestre de DCA, c'est-à-dire jusqu'à fin 2022, a surperformé. Ensuite, Bitcoin a rattrapé tout son retard et a surperformé Ether. Mais par contre, si on inclut
le rendement de Ether, je suis quasiment sûr que ce que tu viens de dire est vrai, c'est-à-dire qu'on est au-dessus, rendement inclus en tout cas, de Bitcoin avec, en incluant oui, le staking, effectivement. Et du coup, c'est quoi la réserve de valeur? Ah bah Je sais, après là, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont faire du coup un AVC mental, hein, mais au bout d'un moment, les chiffres parlent. Hein. pour ceux qui demandent si le live sera replay, bien sûr, donc pas de souci de ce côté-là. Un petit coup d'œil, tiens, au marché américain avec le SP500 qui a encore clôture dans le vert, 4450. On a longtemps mouliné autour des 4150, 4200 points pour ce fameux SP500. On en a parlé pendant des mois et des mois parce que ça a duré hein, finalement. On avait cette contraction de prix depuis mai 2022. Ça a bien mis une année à se résoudre. Et un marché US qui, pour l'instant, en tout cas en apparence, nous dirait, au vu du chart, hein, lui en général, il a tendance à pas trop mentir, que nous sommes re-rentrés ou nous re-rentrons dans une phase haussière. Donc c'est vrai que les Cassandres là pour l'instant Et sont un depuis la peu rentrée cloués. 2022, comme dans la crypto. Ouais. C'est-à-dire que si tu dézoomes, parce que nous, en fait, c'est aussi, bah, c'est normal, on fait une émission par semaine, tu fais une quotidienne quasiment sur YouTube, donc forcément, on met la tête dans le guidon. Mais imagine quelqu'un qui regarde les charts qu'une seule fois par trimestre. Genre une seule fois par trimestre depuis la rentrée 2022, il se reconnecte, il regarde le 1er janvier 2023, il se reconnecte, il fait le 1er mars ou le 1er avril, et il fait le 1er juin ou 1er juillet. Et son analyse à cette personne qui fait que regarder 4 fois par an les charts, il se dit, bah franchement, on est en bull market en fait, hein, parce que on a touché le bottom à la rentrée 2022. C'est encore plus visible sur le CAC 40. C'est un petit peu visible sur les terres, sur les cryptos. Et finalement, ça se passe bien, quoi. Octobre 2022 là, c'était Gucci pour le Franchement, CAC 40. Ouais. franchement, le CAC 40, il ne s'arrête plus. Tu vois, la France, bon, on va pas commenter l'actualité, on fait pas de politique, mais le pays est à feu et à sang et la bourse ne s'est jamais aussi bien portée. C'est assez, assez marrant, quoi. Enfin, je sais pas si c'est marrant, mais c'est la déconnexion du monde de la finance et de ce qu'on nous dit dans les médias toute la journée, quoi. En tout cas, voilà, toujours est-il au niveau du marché américain, effectivement, ben, ça se porte plutôt pas mal, ce qui fait que on n'a pas de contre-indication pour l'instant, en tout cas, puisque là, on arrive quand même sur un RSI qui est quand même assez haut pour l'hebdomadaire. Hein. Donc, il y a un moment, peu importe si on continue de pousser un peu, je pense pas que ça va monter, voilà, toujours plus vers le ciel non plus indéfiniment, mais pour le moment, on a un marché crypto qui a plutôt pas mal tenu. D'ailleurs, je n'ai pas remis mes moyennes mobiles et voilà. C'est quelque chose qui nous montrera qu'un simple retour à 4002, là, c'est tout à fait logique hein, pour le SP500. Et ce que j'étais en train de me dire aussi tout à l'heure par rapport au marché crypto, du coup, je repasse sur le reste. On va afficher le crypto total à partir de là. C'est toutes ces infos, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, consécutives à BlackRock, à tous les ETF qui ont été déposés dans la foulée ou redéposés, puisque certains, tout simplement, avaient eu porte fermée à l'époque, quelques années en arrière, par la SEC. Et là, vendredi, si je ne dis pas de bêtises, ils leur ont demandé, et d'ailleurs, c'est ce qui a fait chuter temporairement le BTC sous 30 000 de nouveau. Ça a été assez court. Hein. Ils leur ont demandé avec qui ils souhaitaient travailler on va dire en commerce TradFi slash en fait le pont entre le fiat on-off ramp et la Ouais. crypto, si j'ai bien compris. C'est le spot market en fait. Un Ouais. ETF, c'est un futur. Enfin, là, je simplifie, hein, les amis. Si vous êtes spécialiste dans ce genre de produit, bon, bah, vous m'excuserez. Mais en fait, un ETF, ça va être un produit dérivé. Voilà, je vais dire plus simplement. Mais il faut bien qu'il se rattrape à ce qu'on appelle un sous-jacent en français. Désolé pour les mauvais termes, mais j'ai plus l'habitude de ces termes en anglais. Et ce sous-jacent, il faut bien qu'il soit traitable dans ce qu'on appelle un marché spot. Donc, il faut bien quelque part que ces produits dérivés, quand ils se réalisent, ils arrivent à maturité, ou ils se réalisent, ou ils s'échangent, il faut qu'il y ait une place de marché qui réalise ces trucs-là. Donc, si j'achète et que je m'expose à 100 bitcoins, à un moment ou à un autre, il faut bien qu'il y ait 100 bitcoins qui soient échangés. Ou alors, on est dans un produit qui est complètement
réalisé en espèces, ce qu'on appelle cash settle. Et là, du coup, c'est un petit peu différent, mais s'il y a un marché spot, il faut qu'il y ait un marché de spot. Et du coup, ce marché spot, il faut qu'il soit régulé. Donc, c'est tout, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que Binance a pas de licence aux États-Unis, et du coup, peut pas être un marché de spot, et du coup, peut pas y avoir d'ETF, mais il n'y a pas d'ETF, donc, enfin bref, vous voyez un petit peu le système un peu circulaire. Mais il y a quand même des marchés régulés qui proposent des expositions crypto, donc c'est pas forcément quelque chose qui est impossible à réaliser. Et donc là, apparemment, le fait qu'ils aient dû redéposer des informations supplémentaires, eh bien, c'est Coinbase qui a été choisi par la majorité, ou en tout cas, pour l'instant, il n'y a que Coinbase qui a été C'est les seuls. cité. C'est Ouais. les seuls qui sont éligibles en vrai. Et ce qui fait que j'avais pas regardé d'ailleurs depuis quelques temps, mais l'action Coinbase ne se porte plus si mal que ça. Et c'est peut-être aussi un pari sur l'avenir qu'avait fait notamment Cathy Wood de Ark Invest, où j'ai montré justement dans la dernière quotidienne, la matinale de vendredi avant le week-end, c'est bien ça, qu'on avait le chart de Ark Invest qui ressemble à s'y méprendre au chart du Psychology Sheet là, quand on a terminé totalement la phase de bear market, quoi. Donc, De toute façon, c'est simple, hein. Généralement, quand on se moque d'un investisseur publiquement, c'est que le marché déteste donner raison à la majorité. Et je me souviens très bien que quand Cathy Wood s'est dit il est temps de racheter, etc., ce type d'action, tout le monde se foutait de sa gueule, hein. Mais vraiment. Et nous, je me souviens dans l'émission, il y a peut-être moins de 6 mois, on avait dit ouais, Coin, ça commence à ressembler à des trucs intéressants. Tesla, ça recommence à ressembler à des trucs intéressants, etc. Tout le monde dans le chat se foutait de notre gueule. Mais quand on regarde les charts aujourd'hui, on a l'impression que ça s'améliore petit à petit. On verra. Mais je crois que c'était... Je me souviens plus quand on en a parlé, mais... En tout cas, on est dans une belle box de remise à plat, comme on aime les voir au moment où justement on a des phases de fin de bear market, quoi. Donc là, franchement, ça ressemble aussi un peu au chart de Chainlink. Depuis des mois, voire des trimestres, Chainlink, il est dans un tout petit range comme ça. On ne connaît pas toujours l'avenir. On ne peut pas dire forcément un range comme ça sort par le nord. Ça serait mentir. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui pensent que Coinbase va s'ouvrir toutes les faveurs des institutions et des ETF spot aux États-Unis, voilà, je veux dire, c'est le moment. Moi, je suis désolé, mais c'est l'échange qui est le seul régulé. S'ils arrivent à sortir par le nord de leur dépatouillage judiciaire avec la SEC et qu'au final, ils gagnent leur procès avec la SEC et qu'ils deviennent le de facto spot market de tous les produits dérivés régulés aux États-Unis, je suis désolé, mais l'action Coin, elle ne connaît plus la gravité, hein. Ça devient le de facto, ils ont tout le marché américain. Enfin, en tout cas, ce marché-là institutionnel et un peu pro, ce qui représente pas mal de milliards de volume. Donc, est-ce que ça se retraduit dans l'action? Non, pas forcément, mais il y a des chances que, en tout cas, les chiffres soient intéressants. On le voit ici en bas, en plus, depuis qu'on a tapé ces zones autour de 40 $, on a des volumes qui sont vraiment bien plus importants que toute la phase d'aplat et de déroute. Donc, on a quand même quelque chose qui se passe, je pense, sur Coinbase. Et ne serait-ce que pour l'historique et l'exercice, puisqu'on en avait parlé depuis le tout début à la mi-avril 2021, ceux qui, rappelez-vous, avaient noté le premier top de marché qui avait été horrible. Mi-avril 2021, on s'était tous pris un but dans la tronche, il n'y a personne qui l'avait vu arriver. On était tous euphoriques, tous en mode ça y est, on va finir sur la lune avec la Lambo et le cuir en peau de crocodile ou je sais pas quoi. Et il y avait eu la pub pour Coinbase au Super Bowl. Ça avait été vu par 1 milliard, 2 milliards de personnes, je sais plus exactement. Et le Super Bowl, ouais, c'est bien suivi, hein, parce que tu as ouais. les États-Unis et en plus le monde entier qui regarde. Mais 1 milliard, ça me semble beaucoup quand même. Mais je sais plus, ils avaient c'est fait possible, des chiffres, c'est possible. Ils avaient fait des chiffres qui étaient complètement dingues, tellement que l'application Coin sur l'App Store avait été pendant des semaines numéro 1 et tout ça. Et en fait, nous, on était tellement le nez dans le guidon à voir les cours qui n'arrêtaient pas de pump et tout, qu'on se disait, c'est bon, Coinbase en bourse, c'est le super cycle. Enfin, c'était tout, vraiment, la fête battait son plein. Et ça aurait pu être le super cycle si on n'avait pas confié notre argent à des ex-pros, hein. Oui. Franchement, imagine un monde où il n'y avait pas Triaro Capital et FTX. En vrai, il n'y a
pas de raison que ce cycle se soit arrêté, hein, parce que les fondamentaux étaient là. Hein. Bon, après, on aurait quand même eu le Terra Luna, donc peut-être que non, en fait, on aurait juste eu une plus grosse chute de Terra Luna. Mais bon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que pour moi, ce cycle, il s'est arrêté à cause d'escrocs, hein, de gens qui méritent leur place en prison et qui, aujourd'hui, sont majoritairement, pas tous, malheureusement, mais majoritairement en prison. Le dollar américain, c'est vrai que on a eu un cycle vraiment 2022. Je pensais pas qu'on verrait tout ce qu'on a vu. C'était assez dingue. Et je pense notamment aux gens qui n'ont connu que la baisse depuis fin de 2021, début 2022. Il y en a qui ont dû se dire que c'était un film d'horreur, le marché crypto. Et en quelque sorte, c'est vrai que là, ça aura été compliqué, quoi. Donc, bon, après, c'est un mal pour un bien pour ceux qui traversent ces épreuves. Mais c'est vrai que c'était très, très compliqué et qu'on a dû même perdre plus de gens en route en 2022 qu'en 2018. J'en suis quasiment persuadé. Ça a été une atrocité, quoi. Moi, j'ai bien content d'avoir coupé mon short euro, puisqu'on est passé d'une parité à retour au prix normal sur euro-dollar. Je crois qu'on est à 1,20 $, 1 euro, un truc comme ça. On doit être dans ces eaux-là, ouais. Ouais, donc au final, je l'ai pas coupé au meilleur moment, je l'ai pas lancé au meilleur moment, hein, vous savez comment ça se passe, hein, mais franchement, je suis assez satisfait. Hein. J'avais une position où j'avais de l'euro en collatéral et dollars en emprunt, et ça s'est inversé. Donc finalement, ça s'est bien passé de mon côté. Après, c'est pas ça. Moi, je fais pas du forex x 400, hein, mais en fait, il faut bien stocker ces stablecoins dans une monnaie. Et pas forcément dans une autre. Donc voilà. Donc là, je stocke plus, plus de l'euro, je stocke du dollar, quoi. C'est un truc aussi auquel les Français, malheureusement, ils font face. Admettons, quand le dollar était extrêmement haut et qu'il y avait des gens qui avaient plein de stablecoins en dollars, ça valait le coup de cash out et de sortir. Et passer en stablecoin euro, ouais. C'est ce ouais, que je dis. voilà. Et c'est vrai que oui, ou en stablecoin, ou pour ceux dont tu avais envie de cash out, tu prenais un plus 20-25% par rapport au dollar il y a un an au préalable, tu étais super refait. Ça te payait finalement les 30% de la flat tax, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais si tu passes en fiat, les amis, c'est une plus-value qui est réalisée. Alors que si... Après, je ne suis pas fiscaliste, hein, parler à des professionnels qui ont un vrai diplôme, donc c'est pas un conseil en fiscalité, loin de là, puisque certains nous écoutent de France, d'autres de Suisse, d'autres de Belgique, d'autres du Québec, etc. Donc forcément, c'est différent pour chacun. Mais ce qui est bien, en tout cas en France, c'est que si tu passes du USDC à AG euro ou de AG euro à USDC, normalement, tu réalises pas un tax event, donc tu n'as pas à payer les 30%. Non, c'est sûr, c'est toujours après la différence entre si tu veux sortir des sous ou non. La Bitcoin dominance qui potentiellement a peut-être touché le plafond, en tout cas temporairement, en approchant de la moyenne mobile 200 hebdomadaire ici des 52,65. On s'est arrêté légèrement avant à 52. Donc, on va voir comment ça va réagir, et d'autant plus qu'en Ether, je voyais ça juste avant, qui tient plutôt pas mal, hein, ici autour d'une vingtaine de pourcents, puisqu'on est à 19,91. Donc, est-ce que ça serait pas le moment cet été, si Bitcoin arrive à se tenir calme, où on aurait les alts qui récupèrent un tout petit peu de ce retard? Vous pouvez observer ça en général du côté de vos pairs en regardant les 3 lettres de votre altcoin favori ou préféré, slash la barre face au Bitcoin, et ça vous donnera un bon ordre d'idée par rapport à si c'est si on des sait du instants. terrain ou pas. Ouais. Je pense que j'ai fait le tour par rapport à tout ça. Est-ce que j'avais autre chose? Parce que là, de toute façon, cette semaine, j'ai pas regardé plus. J'en profite pour répondre dans le chat à Alzou qui dit un peu de love pour la communauté roumaine à Bucarest. Et ben, j'ai pas pour l'instant eu d'infos sur une organisation, par exemple Aide Global ou de hackathon en Roumanie. Mais on salue, hein, s'il n'y a pas de souci. Faire une ravée, c'est pas moi qui fais, hein, ça c'est l'AV Compagnie ou c'est l'AV Grande DAO. Moi c'est l'AV Chan Initiative, donc j'organise pas de soirée. Mais pourquoi c'est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus dans les pays d'Europe de l'Est des bons développeurs et une super communauté crypto qui est assez active. J'étais à Ed Prague il y a très peu de temps, il y a quelques semaines. C'était vraiment l'un des meilleurs événements auxquels je suis allé cette année. Je sais qu'il y a Ed Warsaw, donc Ed Varsovie, qui s'organise dans les prochaines semaines avec vraiment de la qualité.
Donc, si tu veux que la communauté se ramène à Bucarest, en Roumanie, bah, monte une communauté locale, contacte Aide Global, contacte les développeurs, etc. sur place, essaye de t'organiser comme nous, on l'a fait il y a maintenant pas un paquet d'années avec Ethereum France pour organiser l'ETHCC, qui est devenue la plus grosse conférence européenne. Donc voilà, Elzou, hein, et c'est à la base, tous ces trucs-là, c'est des gens qui sont passionnés et qui ont envie de monter des choses dans leur quartier, dans leur ville et avec leur communauté. Et pour clôturer au niveau de l'analyse technique, avant de parler un peu ensuite des infos et de réagir avec vous si vous avez des questions dans le chat, c'était LTC qui, cette semaine, nous a fait son petit break. Alors, on en discutait notamment la dernière fois, en même temps que BCH aussi, qui nous a fait son grand réveil. Mais c'est vrai que lui, il travaillait depuis mai 2022 sur cette petite box. Alors, on avait un point bas proche des $40, une zone de break qui a bien été réalisée autour des 100. On va voir si ça va accélérer un peu de la même manière que BCH. Et surtout, c'est dans une trentaine de jours qu'il y aura le propre halving de Litecoin. Alors, comme d'habitude, là, on sépare un peu le fondamental pur. C'est pas ce sur quoi nous, on surtout qu'il n'y en investirait a pas de fondamental. Voilà, on n'irait pas investir la maison, mais c'est vrai que d'un point de vue technique chartiste, c'est suffisamment sexy pour avoir envie voilà. Enfin bref, chacun fera ce qu'il voudra. Bah, Litecoin, Bitcoin Cash, EOS, BSV, pour moi, c'est Dogecoin et Pepecoin, mais en pas drôle. C'est-à-dire, ils n'ont même pas le même et l'humour derrière pour avoir ce potentiel-là. C'est juste des dinosaures qui étaient là avant, mais aucun intérêt. Pas de communauté, pas de technologie, pas de futur et pas de perspective. En tant qu'investisseur qui travaille sur les fondamentaux, c'est des actifs que je regarde même pas. Je m'en fous en fait. Et bien sûr, si vous êtes spéculateur, vous pouvez gagner de l'argent là-dessus. Hein. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas là pour vous juger. Hein. C'est juste que mon style d'investisseur, c'est un investisseur qui va parier sur de la valeur intrinsèque et de la valeur intrinsèque qui peut potentiellement se développer à l'avenir. Ce type d'actif n'en a pas. Donc, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne les regarde pas. Tout simplement. Et ça me fait penser aussi, il y a peut-être peu de gens ici ou des gens qui n'étaient pas encore là à l'époque qui connaissent l'anecdote. C'était le CEO, je crois, ou le développeur principal, je ne sais plus, Bob Charlie Lee. Charlie Lee, oui, j'allais dire Bob Lee, mais c'était Charlie Lee, qui en décembre 2017, quand on était ici à $400 et des brouettes, quasi 420, avait dit bon ben moi je vends mes LTC et si ciao, bye bye. si vous n'êtes pas prêt à le voir à 20-25 $, ne les gardez pas ou je sais pas trop quoi. Tu avais tout le monde en pleine euphorie du top du bull market qui, bien évidemment, lui a dit c'est bon, tais-toi, papy, rendors-toi, dans 2 semaines, on est à 1000 ou 2000. Et force est de constater que en novembre-décembre 2018, on a eu le truc, il est venu chercher 20 balles. Donc, c'est vrai que ça, pour la petite anecdote, le fondateur qui vend 400 et qui te colle au moment où il vend au pic absolu les 20 balles à l'avance, c'était une petite anecdote qui était extraordinaire, je pense, pour ce bear market, c'était assez fou. Et d'ailleurs, on voit sur ce cycle qu'on n'a pas dépassé pour LTC, hein, on n'a pas fait de nouveaux points hauts. Ouais, et puis franchement, il n'y a pas de fondamentaux sur ces actifs-là. Et même, je dirais qu'il y a moins de fondamentaux qu'un Pepecoin ou un Shiba Inu, parce qu'un Pepecoin et un Shiba Inu, c'est des ERC20. Donc au final, ils n'ont pas besoin de maintenir leur sécurité parce que bah ils profitent du réseau Ethereum quoi. Et c'est juste des tokens et c'est des mèmes, etc. Pour Litecoin, c'est un algorithme de hachage, donc de proof of work, qui est un petit peu différent que de Bitcoin, qu'on appelle script. Et du coup, comme ça n'intéresse pas et que c'est pas un marché porteur, il n'y a pas vraiment beaucoup de nouveautés sur les ASIC, beaucoup de compétition, beaucoup de pools de mining, etc. Donc même au niveau fondamental sécurité, c'est pas si ouf que ça. Hein. Donc je sais même pas. À une époque, c'était Bitmain qui faisait aussi les Litecoin miners. C'est pas un truc que j'ai regardé depuis un moment parce que ça m'intéresse pas des masses. Mais je suis pas sûr qu'ils sortent des produits super régulièrement et que ce soit vraiment dynamique le mining sur Litecoin. Parce qu'il doit y avoir d'autres trucs qui sont plus rentables que ça. Donc au final, en termes de sécurité intrinsèque, je suis même pas sûr qu'on soit dans un truc qui ait de l'intérêt. Peut-être que je me trompe complètement là-dessus. Si vous êtes spécialiste du mining, n'hésitez pas sur la version YouTube de cette émission à étaler vos connaissances en commentaire et à dire à quel point Mark Zeller se trompe.
Et au niveau des infos, j'essaie de regarder, oui, il y a le halving du Bitcoin dans 295 jours. Donc, ça devrait arriver autour du 23 avril 2024, en tout cas pour l'instant, à une hauteur de bloc du bloc 840 000. Donc, ça aussi, voilà, on est en route et ça arrivera tôt ou tard et ça arrivera. C'est ça la chose à prendre en considération. C'est marrant aussi puisque quand on parle du halving sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui d'un côté sont ultra pro halving en mode ça rythmera toujours ce cycle du Bitcoin, d'autres qui pensent que ça n'aura plus aucun impact au fur et à mesure qu'on diminue cette récompense et que finalement le supply est déjà quasi tout émis. Alors il en reste encore pas mal, mais je crois que c'est 2130, 2150 que le dernier Bitcoin devrait être miné. Oui, Mais 2140, mais disons que le dernier siècle, on va pas vraiment le sentir passer, quoi. Ce sera des poussières de Bitcoin à chaque fois, donc c'est pas très. Pour moi, je suis entre les deux. C'est-à-dire que je pense que le prochain halving est le dernier qui est important. C'est-à-dire c'est le dernier où c'est encore un peu un événement, mais que dans du coup presque 5 ans, en fait, la création monétaire sur Bitcoin, elle sera devenue tellement faible, puisque là, on passe de 6 bitcoins et un peu plus à 3 bitcoins l'année prochaine, ce qui est déjà pas beaucoup par rapport à la puissance de calcul et à l'industrie du mining aujourd'hui. Et quand on passera à 1,25, ce sera encore moins, tu vois. Donc, pas 1,25, 1,75, je pense. Enfin bref, j'ai pas les chiffres, mais vous êtes dans l'ordre d'idée. On sera sur des trucs qui intéresseront. En fait, soit Bitcoin aura créé une économie réelle, et c'est pour ça on leur souhaite du succès avec les ordinals, avec les BRC20 et ce qu'ils essayent de mettre en place pour que les gens utilisent le réseau Bitcoin, payent des frais et financent la sécurité sur Bitcoin. Soit ils n'y arrivent pas et on sera passé à autre chose, quoi. Bitcoin existera encore, mais sa dominance, elle sera tellement faible que ce sera un truc qu'on ira voir dans les musées et on en parlera avec nostalgie. ça fait un bon résumé, je pense, de la situation par rapport à tout ça. Je passe un peu du coq à l'âne avec Apple qui devient aux États-Unis pour la première fois de l'histoire de la cotation en bourse, la première société à clôturer vendredi dernier au-dessus de 3000 milliards de capitalisation. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on est à 600 milliards que sur Bitcoin actuellement. Donc ça ferait un fois 5. Juste la capitalisation d'Apple, c'est complètement barge. En fait, Apple, rien qu'en cash, c'est-à-dire l'argent qu'ils ont, qui traîne dans leur coffre et qui est même pas forcément investi, ou alors quand c'est investi, c'est dans du obligataire à très peu de risques, etc. Ils peuvent s'acheter Ethereum, quoi. Les mecs, avec les fonds de poche, ils s'achètent Ethereum et ils passent à autre chose. Tu vois, ils ont encore de l'argent pour aller s'acheter d'autres trucs. On se rend pas compte à quel point c'est un mastodonte, mais en même temps, je crois qu'aux États-Unis, ils ont 70% de part de marché, ou 75%, c'est-à-dire 3 personnes sur 4 ont un iPhone dans la poche. C'est assez impressionnant. Et je crois que dans le monde, ils sont repassés au-dessus de 50% de part de marché. À un moment, ils avaient cédé du terrain à Samsung, à Android, etc. Mais je crois qu'ils sont bien remontés. Donc, c'est une entreprise qui n'arrête pas de gagner du pognon, qui continue de faire des nouveaux services, qui a réussi avec leur nouvelle puce M1, M2 et machin à devenir très intéressant sur le marché où ils étaient quand même plus chers et moins bien depuis des décennies. Sur les ordinateurs portables, etc. Maintenant, ils ont du hardware qui est vraiment compétitif. D'un point de vue fonctionnel, je confirme, je suis utilisateur depuis très longtemps. Le fait d'être passé sur leur puce maison depuis les Intel qui surchauffaient absolument tous les ordis portables, notamment, là maintenant c'est le luxe absolu. C'est une surtout, tuerie. maintenant, sur un MacBook Air, tu as un truc qui est réellement puissant. Et là, du coup, le rapport qualité-prix par rapport à la concurrence Windows, franchement, si vous avez, je sais pas combien ça coûte un MacBook Air, franchement, je suis désolé là-dessus, Bon, mais ça tu doit dois être coûter à 1000, 800. le premier 1002, je pense, dans ces eaux-là.
Il n'y a pas des modèles un peu plus petits à 800 ou... Non, c'est 1002, mais entrée de gamme? Je pense qu'il y en a Ouais, pas en dessous il y a de eu de allez, l'inflation. peut-être 1000 avec l'offre réduction étudiant, mais ça me paraît Bah, un peu ambitieux sous à, les 1 000 €, hein. à part si vous jouez aux jeux vidéo. Si vous jouez aux jeux vidéo, c'est autre chose. Et encore, il y a des jeux que tu peux commencer à faire sur Mac, mais c'est vraiment pas fait pour. Quand tu compares un ordi à 1000 balles et un MacBook Air avec une puce M1, là, franchement, ça commence à devenir intéressant. Et pourtant, toi, t'es fanboy, hein, CM, hein, faut Je te le plaide dire, hein. coupable. Voilà, tu plaides coupable fanboy, ma compagne, c'est pareil. Moi, c'est le contraire. Je déteste Apple depuis toujours, tu vois. Je déteste leurs produits. Mais force est de constater que j'ai des AirPods parce qu'il n'y a pas mieux. Franchement, en écouteur, il n'y a pas mieux. Et j'ai un MacBook Pro pour faire du développement parce que pour le code pur, c'est vraiment bien. C'est genre de ouf. Et donc, même moi qui déteste Apple, je commence à avoir des produits Apple petit à petit parce que bah, c'est juste les meilleurs produits. Tu vois. Et donc, je sais pas jusqu'où il pourrait aller comme ça, parce que ça fait des décennies aussi qu'à chaque fois qu'il y a eu des grands changements dans l'entreprise, et le plus grand changement à ce jour, c'était le décès de Steve Jobs et l'arrivée de Tim Cook. Tout le monde disait que Apple s'en remettrait pas, que ça allait à zéro, blablabla. On connaît la suite, hein, mais c'est vrai que d'être autant concentré, sans même parler de Apple, de ce qu'elle représente aujourd'hui, mais cette concentration de flux financiers et d'argent dans une seule structure, voire que 2 ou 3 avec les GAFAM élargis, c'est vrai qu'on se demande est-ce que c'est bon pour la finance globale aux États-Unis? Est-ce que ça peut pas conduire à un drame un jour? Je sais Bah, ce pas. qui est sûr, c'est que ouais, quand tu regardes de près, le SP500, il est complètement carry par 10-15 boîtes. Et, euh, et du coup, on pourrait se dire en regardant le chart, mais il n'y a pas de récession, tout va bien, cui les petits oiseaux, et en fait, le Covid c'est terminé et fin de partie. Mais si tu retires ces 10, 15, 25 géants du SP500, c'est quoi le chiffre? Et ça, j'aimerais bien qu'il y ait un indice qui soit genre comme le Total 3, tu vois, dans les cryptos, où tu as retiré Bitcoin et Ethereum et tu regardes un petit peu ce qu'il y a dans les altcoins, dans ce qui reste. Quelle est la gueule du chart? Est-ce que c'est pas les beaux arbres qui cachent la forêt calcinée, tu vois? Donc, pas sûr des conséquences de ça sur l'économie en général, parce que Apple, Microsoft et ce type de gars, ils n'emploient pas 80% de la masse salariale des États-Unis. Donc au bout d'un moment, hein, si tout l'argent se concentre et tout le business se concentre sur ces acteurs-là, qui représentent 5% des salariés, il va y avoir un problème. Ouais. Ouais, ça laisse se poser pas mal de questions, en effet. Donc, à surveiller, ça va peut-être aussi, enfin, probablement poser un problème hein, dans la prochaine décennie. J'en profite donc pour passer au dernier chapitre qui me permettra de t'ouvrir la porte pour le côté DeFi un peu plus de la force. Et d'ailleurs, on Mhm. a une grosse question déjà de Magic Shock, on essaiera de te répondre dans un instant. Il y a avec le layer 2 de Coinbase qui s'appelle Base et qui se Ouais. prépare tout doucement au grand lancement en mainnet avec des audits qui sont en cours. Donc, je ne sais pas si tu as entendu plus de ce côté-là. Alors, bah, c'est la technologie Optimism. D'ailleurs, c'est un fork d'Optimism, un friendly fork. Alors, fork, c'est pas forcément agressif, hein, c'est juste qu'ils sont allés parler de l'équipe d'Optimism, ils ont dit on veut notre propre système, donc on reprend votre technologie et on vous filera une partie de nos filles. Au début, ils ont dit qu'ils refilaient 20% de leurs filles à Optimism. Maintenant, ils disent une partie des filles. Tu vois, le langage n'est pas clair et pas public, donc a priori, il y a eu un deal en dehors de la blockchain pour l'instant et on verra quand ils lanceront le truc où est-ce qu'ils ont fixé le pourcentage de ce qu'ils reversent à Optimism. Ce qui n'est pas clair aussi, c'est est-ce qu'ils reversent aux gens qui ont du OP token, qui est le token natif d'Optimism. A priori, il n'y a aucune chance que ça se passe, mais ou est-ce qu'ils reversent à la trésorerie de la DAO d'Optimism? Ça, ce serait hyper intéressant quand même, parce que c'est un vrai revenu. Ou est-ce que c'est un deal off-chain et il reverse à la fondation Optimism? Et si c'est le cas, bah, on s'est fait un peu bananer, hein. Enfin, les gens qui ont du OP token, ils se sont fait un peu bananer. Donc ça, c'est intéressant. Donc au niveau technologie, on est sur du layer 2, du roll-up classique dont la technologie a déjà été prouvée.
Et surtout, on est sur un écosystème complet, puisque Coinbase, ils ont l'échangeur centralisé, ils ont la capacité de laisser les gens acheter et vendre des cryptos et retirer directement sur leur layer 2 Optimism, comme aujourd'hui, on peut retirer de l'USDC directement sur Arbitrum depuis Coinbase, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas sur Polygon, c'est sûr. Sur la chaîne POS. Ils ont, avec la société sœur, c'est pas la même chose que Coinbase, mais c'est une société très proche de Coinbase qui s'appelle Circle, le stablecoin, donc l'USDC. Donc ils ont la capacité de faire que le token de gaz ce soit de l'USDC, donc ce soit très facile à accéder pour le grand public. Et surtout, vu que c'est le stack technique Optimism, ils ont la capacité d'inviter tous les protocoles DeFi à se déployer très facilement là-dessus. Donc, il y a une proposition de gouvernance qui a été faite il y a plusieurs mois déjà pour lancer AV, pour laisser la AV compagnie lancer AVV3 sur Base, mais la version testnet. Il y aura très probablement, une fois que ce sera sorti sur le mainnet, des propositions de gouvernance pour lancer Uniswap, pour lancer AV, pour lancer tous les protocoles DeFi. Donc, on va se retrouver avec un réseau qui est certes moins décentralisé que ce qu'on peut trouver dans les réseaux complètement publics, etc., mais qui a beaucoup d'avantages pour le grand public. Et en fait, moi, je le rapproche aussi avec un truc que tente d'expérimenter Circle, je crois qu'il l'avait fait sur Polygon, c'est qu'ils avaient expérimenté de subventionner le gaz. Donc les frais de transaction sur des échanges, des transferts du SDC, je crois que c'était sur Polygon, l'utilisateur ne payait pas parce qu'il y avait un gaz relayer et c'est Circle qui payait à leur place. Et il faut savoir que Circle, il gagne de l'argent sur les USDC, énormément d'argent, puisque ces USDC, il y a des dollars sur un compte en banque quelque part, et quand vous avez des USDC, vous gagnez rien en tant qu'utilisateur. Il y a que les dollars sur un compte en banque, eux, ils sont transformés en obligataire commercial à court terme ou en titre souverain à court terme, qui en ce moment rapportent énormément dans la finance traditionnelle, entre 4 et 6%. Donc, ils peuvent très bien se permettre de subventionner avec tout l'argent qu'ils gagnent Circle les frais de gaz, surtout sur un layer 2 qui contrôle, entre guillemets, avec leur entreprise sœur qui s'appelle Coinbase. Donc, on peut imaginer que Base, ça devienne un réseau ultra friendly où on peut rentrer et sortir du réseau directement depuis Coinbase. Et sachant que le dernier point aussi, c'est qu'ils ont Coinbase Wallet qui n'est pas très utilisé en Europe, mais qui est très, très, très utilisé aux États-Unis. Donc, ils ont le wallet, ils ont le stablecoin, ils ont l'échange centralisé. Qui permet de rentrer et sortir des cryptos vers l'euro. Ils ont la capacité technique de subventionner le gaz, donc zéro frais de transaction, et ils ont probablement toute la défi qui va se déployer chez eux. Donc ça fait une offre qui est assez attractive, je dois dire. Et le tout, rappelons-le aussi, s'ils sont choisis de l'autre côté du spectre par les BlackRock et consorts, ça en fait un acteur quasi incontournable. Si on regarde peu importe le côté du prisme, c'est un peu ce qui a l'air de se tramer. J'en profite pour te laisser prendre, peut-être répondre à la question du coup de Majin Chok qui nous demandait pour les frais de Zitka IVM, si j'ai bien compris, pourquoi on laisse Alors les en fait, ils transactions. sortent Polygon 2.0, c'est ce qu'ils appellent. Je dois avouer que j'ai pas eu le temps de me pencher dans le grand détail, mais oui, il va y avoir une migration. Donc aujourd'hui, on est sur Polygon Proof of Stake, qui est pas un vrai layer 2, qui reprend la technologie d'Ethereum, qui vient valider de la donnée et notariser de la donnée sur le layer 1 d'Ethereum, mais c'est pas ce qu'on peut appeler un réel layer 2. Pour des raisons techniques. Et cette grande migration, Polygon 2.0, elle n'est pas tout à fait annoncée. Ils ont annoncé plusieurs étapes, mais je crois qu'il n'y a pas tout qui est hyper clair là-dessus. Mais dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, la chaîne POS va s'arrêter, entre guillemets, mais en fait, elle va se transformer en layer 2. Et du coup, ça va devenir une ZK-VM. Ce qui est bizarre comme stratégie parce qu'ils ont déjà déployé la Polygon ZK-VM, qui est une chaîne qui existe et où il n'y a pas grand-chose aujourd'hui, mais les gens peuvent déposer des fonds et je crois qu'il y a 2-3 protocoles qui y sont. Mais du coup, est-ce qu'il y a une fusion des deux chaînes, la chaîne qui existe aujourd'hui et Polygon POS, et du coup, quand on a de l'argent, des USDC par exemple sur AV Polygon POS, est-ce que du jour au lendemain, sans faire forcément d'action, on est dans cette version ZK-IVM? Donc c'est une upgrade comme par exemple le merge qui a eu lieu.
Quand on est passé du Proof of Work au Proof of Stake sur Ethereum, il n'y a rien eu à faire. Donc, a priori, s'il doit y avoir une migration, c'est comme ça. Ou est-ce qu'il faut déposer ses actifs dans un smart contract et du coup pouvoir les retirer sur une nouvelle chaîne? A priori, il y a moins de chances que ça se passe comme ça, mais c'est assez intéressant. C'est assez... Moi, j'aime bien toute cette partie où en fait on vit des moments un peu historiques sur la blockchain. Ça me fait penser au merge où il y avait un avant et un après. Sur Polygon, il va y avoir un avant et un après. Et c'est intéressant que Polygon devienne un vrai layer 2 et pour la scalabilité, pour l'avenir, c'est la meilleure chose possible. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas faire de Polygon aujourd'hui parce que gna gna gna, c'est pas un vrai layer 2 et tout. Techniquement, ils ont raison. Économiquement, au niveau des opportunités, être un taliban, c'est jamais très bon pour le portefeuille. Mais on respecte toutes les opinions, mais en tout cas, les marchés les respectent pas tous. C'est assez intéressant. On verra ce qui va devenir. La fin de la question, je me dis qu'il vaudrait mieux se concentrer sur Ethereum et laisser les Matic. A priori, tu peux garder le token Matic comme token de gaz. Hein. Et dans tous les cas, tu peux payer ton gaz sur ton layer 2 en Matic et faire le settlement après, donc la notarisation dans le layer 1, tu échanges les Matic en Ether et tu gardes la différence que tu distribues à tes stakers. Ça fait aucun, ou à tes validateurs ou à tes séquenceurs, ça dépend de comment tu les appelles. Donc en fait, ça fait aucune différence. Je comprends pas pourquoi les gens ils se sont psy-ups en disant oui, si ça devient un layer 2, le token Matic vaudra plus rien et ne sera plus du tout utilisé. C'est faux. C'est juste factuellement faux. En fait, tu peux continuer à faire comme avant avec le token Matic. C'est juste que techniquement, il y a des choses qui changent, quoi. Bah, je pense que ça fait un bon résumé pour ça. Je ne sais pas si tu avais un ou deux sujets un peu plus brûlants là, pour cette semaine autour de la DeFi qu'on n'ait pas traité jusqu'ici. Il Et y a un voilà. truc intéressant, c'est Lido, qui a pas mal de trésorerie en Ether, puisque Lido, c'est le plus gros staker, enfin, qui fait du liquid staking token. Donc, si vous voulez pas staker vous-même, faire tourner un nœud complet Ethereum, vous pouvez les confier à Lido, qui vont vous minter du STETH. Et en fait, ils vont prendre vos Ethers et en faire des paquets de 32, les filer à des validateurs qui vont générer du rendement. Et forcément, Lido prend des filles, c'est pas une association bénévole, et ils prennent 10% des revenus du staking. C'est-à-dire qu'ils vont pas prendre sur votre capital, mais au lieu de gagner 4%, vous allez gagner 3,8%. Ou voilà, enfin vous avez un petit peu 3,6%. Enfin bref, vous avez à peu près l'ordre d'idée. Sauf que cet argent, ça s'accumule, parce que quand tu as des millions d'Ethers, genre littéralement des millions d'Ethers qui sont stakés chez toi, 4%, 10% de 4%, même si c'est que 0,4% de quelques millions, ça fait pas mal d'Ethers. Et là, ils ont accumulé dans leur trésorerie 20 000 Ethers qu'ils n'ont pas dépensés, parce qu'ils en dépensent un petit peu pour payer leurs factures, c'est normal. Ils sont en train de voter en ce moment sur ces 20 000 Ethers, ce qui représente pas mal d'argent. Qu'est-ce qu'on en fait? Et a priori, ils vont les staker dans Lido. Donc, ce qui est bien, c'est que leur trésorerie va se mettre à gagner 4%. Donc, ils ont un peu un effet de compound chez eux, ce qui est exactement ce que fait AV, hein, par exemple, ou ce que fait AV, c'est un bon exemple de ça. Quand des frais sont générés par le protocole AV, ils sont déposés sur AV et donc reçoivent le rendement de AV. Donc, en fait, tu as un peu une trésorerie qui se met à travailler. Et en moyenne, la trésorerie d'AV, elle touche entre 4 et 6% aussi. Donc, sur les quelques dizaines de millions qu'il y a en trésorerie, ça travaille et ça rapporte de l'argent en attendant. Donc, c'est assez cool qu'ils fassent ça. Donc, c'est en vote et on regardera comment le vote va se valider. Mais a priori, pour l'instant, il y a 100% de oui. Il y avait 0xAti qui disait les mages qui arrivent sur AAV au sujet du safety module. Là, il y a un vote qui vient d'avoir lieu, c'est un temperature check. Alors, pour situer la gouvernance d'AV qui est décentralisée, l'étape 1, c'est test de température. C'est bizarre de dire en français, mais c'est vraiment tester la vibe. Donc, est-ce que, en tant que communauté, en tant que gouvernance, cette idée vous plaît ou c'est quelque chose que vous rejetez et vous n'avez pas envie de passer plus de temps là-dessus? Ensuite, il y a AV Request for Comment, ARFC, qui est là une proposition plus avancée, plus technique, où les service providers sont tenus de donner du feedback et on va plus dans le détail des choses.
Et donc là, il y a un deuxième vote. Donc la température check, il y a un vote sur Snapshot. AV request for comment, il y a un deuxième vote sur Snapshot où n'importe qui peut voter s'ils ont des AV et ça ne coûte pas de frais de transaction de le faire. Et dernière étape, AIP, qui est là un vote on-chain avec des smart contracts, avec une exécution directement dans le protocole pour modifier le protocole si le vote est oui. Et donc, qui est la troisième étape. Donc, c'est en 3 étapes. Première étape, c'est le température check. Là, ça vient de passer. Et qu'est-ce qui vient d'être voté? C'est que dès la sortie du Go, alors dès la sortie du Go, non pas exactement, hein, il faudra quelques semaines pour mettre en place, modifier les smart contracts, etc. Mais en même temps que la sortie du Go, un pourcentage du revenu du Go va au safety module et aux gens qui ont du stake AV. Et donc, c'est la première fois, si ça passe toutes les étapes de gouvernance, qu'une partie du revenu du protocole AV va aux gens qui protègent le protocole AV par le safety module. Donc, les gens qui ont du AV staké ou qui ont apporté de la liquidité sur AV Ether, sur Balancer. Donc, c'est un peu une révolution. C'est la première fois que potentiellement ça peut arriver. Mais pour l'instant, c'est pas voté. C'est une proposition que j'ai faite et j'en ai parlé depuis longtemps. Moi, ça faisait partie, entre guillemets, de mes promesses de campagne d'Avechain Initiative. Donc, le premier vote est passé. Il reste deux votes. Et c'est quelque chose qu'on veut mettre en place. Et pour que ça se fasse, si la gouvernance le veut, et ben, d'un point de vue technique, c'est des choses qui pourraient se mettre en place d'ici septembre. Parce qu'il faut écrire le code, il faut l'auditer, etc. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Mais pour l'instant, c'est encourageant. Donc, on va dire, si on devait timer par rapport à l'arrivée du Go, voilà, sous peut-être un gros trimestre. Bah, moi, je pense que le Go devait sortir en juin. Il n'est pas sorti en juin, donc je suis pas content, mais c'est la vie. C'est comme ça. On tient jamais les deadlines, hein. Tu sais, on est comme l'Ethereum Foundation. Mais franchement, je serais très, très vénère et très déçu si on ne pouvait pas utiliser le Go à l'ETHCC. Et l'ETHCC, c'est, je crois, le 18 juillet. Donc, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on puisse y arriver, quoi. J'ai perdu mon écran et mon retour. Est-ce que vous m'entendez encore? Ouais, on t'entend. Bah, je sais pas, mon écran a fait ses beaucoup. Je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, j'ai pas de caméra. Mais voilà, je vois plus le chat. Je suis aveugle. Bon, bah dans tous les cas, je pense qu'on avait pas mal traité du sujet. Comme ça faisait une petite heure, on avait prévu de faire un live pas trop long. Donc, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. On a perdu la cam de CM aussi. Ouais, ça fait un moment qu'elle est perdue. Ah, ça y est, j'ai récupéré. C'est mon câble HDMI qui commence à être fatigué. Il va falloir que je change. Donc, je pense qu'on a fait un bon petit tour pour ce soir. Pour ceux qui ont rejoint en cours de route, vous aurez le replay qui est disponible immédiatement dès qu'on aura coupé. Demain, il y aura l'émission traditionnelle sur YouTube. C'est lundi, bien évidemment, avec la revue de marché plus toutes les actualités qui vont bien. Et il y a deux choses qu'il fallait réagir parce qu'ils nous ont harcelés dans le chat, mais on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Gary Gensler qui démissionne, a priori, c'est pas confirmé. A priori, c'est de la grosse rumeur. Et il n'y a pas forcément de raison. Ce serait assez sans précédent de virer un chair de la SEC en plein exercice. C'est des gens qui sont élus pour un certain mandat et qui, s'ils le font, ce serait un énorme signal, vraiment. Mais ce serait un tellement énorme signal que c'est pas une rumeur qui va me faire considérer que c'est vrai ou pas vrai. Donc tant que j'ai pas une news d'une source sérieuse qui annonce officiellement la démission, c'est du blabla et ça mérite pas plus de commentaires que ce qu'on vient de faire là maintenant. Deuxième chose, on dit si j'ai collecté le post relatif à Go, est-ce qu'il y a un rapport avec sur Lenster, est-ce qu'il y a un rapport avec le airdrop, enfin le snapshot qui a eu lieu ces dernières semaines? Non, ça c'est Go sur Lens, c'est lié à l'AV Company. Moi, ce que je fais, c'est l'Avechain Initiative, c'est deux initiatives différentes. Voilà, désolé, c'était les deux trucs qui sont revenus plusieurs fois dans le chat, comme ça on a répondu officiellement.
T'as bien fait, impeccable et ça nous permet donc de clôturer là-dessus. Merci à tous d'avoir été là. On vous dit à demain du côté de YouTube et je mettrai probablement ce live en replay également sur la chaîne secondaire, peut-être demain, peut-être mardi. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, il y a une chaîne secondaire avec pas mal de replays de live et on vous souhaite une très bonne soirée. Voilà, merci à tous d'avoir été là, ainsi que Marc d'avoir partagé le micro et de nous avoir donné bon nombre d'informations. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.